Ok, donc bonsoir à tous, vous êtes vraiment très nombreux, c'est un peu intimidant. Je vais essayer de respirer, parce que quand il y a beaucoup de monde et que je stresse, je parle de plus en plus fort et j'oublie de respirer. Donc il y a Serge ici qui doit me faire un signe s'il voit que j'oublie de respirer. C'est pas une blague, hein, vous allez voir, ça va être horrible. Du coup, je vais vous faire une introduction générale à la domotique. J'espère, je me présente, il m'a présenté rapidement, Mickaël Bittard, je suis développeur. En ce moment, je travaille dans une petite entreprise qui est assez cool, qui est EasyMile, qui fait des bus connectés. Il y en a un qui est en train de tourner en ce moment sur les allées Jules Guesde, entre Palais de Justice et le Grand Rond. Donc si vous avez le courage d'aller dedans, la stack entière software du véhicule jusqu'au management, c'est la boîte. Donc c'est vraiment très cool pour un truc sur Toulouse, ça fait vraiment plaisir. Et j'imagine que, comme toutes les boîtes, elles recrutent. Donc voilà. Petit coup de pub pour eux, on sait jamais. J'ai pas d'action chez eux. Pas encore. Ok. Donc moi, juste avant de commencer, j'ai juste envie de vous dire, je suis pas électronicien de formation. J'aime bien faire un peu d'électronique. Là, vous voyez, il y a un petit Arduino qui traîne ici. Je vous montrerai en démo à la fin ce que j'ai fait avec, pour essayer de pallier les problèmes que j'ai rencontrés lors de la mise en place de la domotique chez moi. Et la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé savoir il y a 3-4 ans quand j'ai commencé la domotique, et qui m'aurait fait gagner au final pas mal de temps à faire des allers-retours, à essayer de comprendre comment tout fonctionnait. Pour ceux qui ont déjà un système de domotique chez eux, si vous avez déjà entendu parler de RFXCOM, de Z-Wave, de Zigbee, de Home Assistant et de Dialogflow, vous risquez de ne pas apprendre grand chose. Parce que c'est un peu tous les hashtags de la présentation. Mais bon, on sait jamais. Peut-être que vous allez apprendre quand même des choses, mais dans l'ensemble, je vais parler de ça. Donc ne soyez pas surpris. Si vous voulez des liens vers du matériel et tout ça, j'en ai dans ma besace, comme on dit. Au début, je voulais les mettre à la fin, mais en fait, il y en a beaucoup trop et c'est infernal. Donc on pourra en discuter après. Sinon, je vous conseille, comme disait Manu, d'aller sur le Slack des communautés toulousaines. Il y a un channel spécial domotique où on s'échange pas mal de liens, pas mal de questions, de trucs comme ça. C'est pas mal pour comment. Si vous êtes un apprenti domoticien, c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est un bon endroit. Ça troll pas trop. Un peu, mais ça va. Donc voilà. J'aime bien toujours avoir une petite définition. Donc celle-là, elle est tirée directement de Wikipédia. J'ai pas cité mes sources, notamment, mais je vous le dis à l'oral. Donc voilà, c'est Wikipédia. Et elle est assez belle parce que au milieu, là, ici, il y a vraiment, en gros, c'est l'ensemble des techniques électroniques, physiques, machin, on s'en moque un peu, utilisées dans les bâtiments, plus ou moins interopérables. Les mecs, ils l'ont mis dans la définition quand même. On sent que ça va bien fonctionner. On va bien réussir à tout faire comme on veut du premier coup, c'est cool. Et je vais vous parler pas mal de ça en fait, parce qu'on est quand même pas mal de techniciens, de développeurs, un peu autour du métier, donc potentiellement on comprend un peu mieux les problématiques qu'il y a derrière, donc je vais essayer de vous amener vers ça, vous présenter un peu tout ça. Alors pourquoi faire? Ça c'est une bonne idée. Dans le salon ça prend un peu de place, mais dans l'ensemble c'est pas mal. Après, je vais essayer de vous égrener quelques règles, quelques règles que j'ai vraiment apprises sur le tas. Et la première, c'est que quand vous faites un système domotique comme ça chez vous, c'est de faire attention aux autres, à ceux qui juste connaissent pas du tout la domotique et qui vont arriver dans votre appartement. Donc, dans les années 50, il y avait un terme qui s'appelait le WAF, le Wife Acceptance Factor. Après, si vous êtes une femme, c'est le Husband Acceptance Factor. Si vous êtes lesbienne, c'est quand même le Wife Acceptance Factor. Enfin bref, on s'en sort pas. Mais c'est en gros quelque chose qui dit que ce que vous allez installer chez vous, si quelqu'un qui ne connaît pas ce que vous avez fait n'arrive pas à s'en servir, c'est quand même raté dans l'ensemble, ce que vous essayez de faire. Donc typiquement, vos parents, ils arrivent dans votre appartement ou dans votre maison, s'ils ne sont pas capables d'allumer la lumière ou d'allumer la télé, il faut peut-être revoir quelque chose. Mais en vrai, pourquoi faire? Il y a plein d'usages à la domotique. J'en ai listé quelques-uns. Mesurer sa consommation électrique, c'est quand même assez intéressant. Si vous faites confiance à EDF ou pas, vous pouvez en plus vraiment mesurer la consommation telle qu'elle passe, donc pouvoir faire des diffs avec les compteurs EDF.
ça peut être intéressant. Détecter des fuites d'eau, de gaz, pouvoir agir sur son logement à distance, donc chauffage, lumière, ce genre de choses. À distance, ça veut dire aussi bien hors de sa maison que dans son canapé, croûté au fond de son canapé, essayer d'allumer les lumières. C'est de la distance aussi. Genre ce truc-là, par exemple, c'est pas mal. J'ai quoi d'autre? Et du coup, ce qu'on veut vraiment faire, c'est automatiser des trucs à base de machin. Les 2-3 exemples que j'ai chez moi, et qui ont plutôt plu aux gens que j'ai présenté ça, c'est la mesure des températures dans différentes pièces, pour pouvoir régler comme ça les différents chauffages, pour s'assurer qu'il y a à peu près une température homogène dans tout l'appartement, dans toute la maison. Ou moi j'ai un étage, j'ai un interrupteur à l'interrupteur avant les escaliers, un triple clic dessus, bon ça c'est du hack, hein. Ceux qui connaissent pas ils peuvent pas faire, mais donc le acceptance factor là-dessus il est un peu limité, c'est vraiment que c'est du hack interne, mais en gros on triple clic sur un bouton poussoir et ça éteint absolument tout au rez-de-chaussée. Pratique quand on monte pour se coucher. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire et je vous montrerai lors de la démo à la fin ce qu'on peut faire avec 2-3 trucs que j'ai installés par-ci par-là. Et aussi c'est toujours intéressant de montrer qu'on est des gros geeks et que quand les gens arrivent, ouais c'est vrai que lui les geeks, je comprends pourquoi je lui parlais plus. Pourquoi se lancer maintenant plutôt qu'il y a 3 ans comme moi? Parce que vous en avez pas entendu parler avant, je sais pas, parce que plein de raisons en fait. Parce que les Arduino, il y en a partout, ceux qui connaissent pas, c'est des petites boards. Je vais pas la déplacer parce que si je la déplace, ça va se déconnecter et ça va plus marcher ma démo après. Mais je vous le montrerai tout à l'heure en vidéo. C'est des petites boards qui sont pas chères. C'est pas vraiment des PC comme les Raspberry Pi, donc c'est vraiment plus proche de l'électronique, mais c'est accessible. Je vous montrerai pareil un bout de code. Il y a l'avènement de la IoT, maintenant votre cafetière elle est connectée en Bluetooth, enfin voilà, chaque petite brique dans votre maison peut potentiellement communiquer généralement avec votre smartphone. Quasiment tout le temps c'est comme ça. Et nous ce qu'on va essayer de faire, ce que je vais essayer de faire, c'est justement de partir de ces briques simples et de construire quelque chose d'un peu plus unifié. Les prix baissent beaucoup, notamment les Raspberry Pi. Après, maintenant, les Raspberry Pi, il y a du Wi-Fi dedans dans les derniers Raspberry Pi 3, donc vous imaginez bien que tout le monde commence à mettre du Wi-Fi dans les composants, donc les machines à laver sont en Wi-Fi, ça a des avantages et des inconvénients, hein. On en parlera après. Et du coup, suite à tout ça, là, en fait, le nombre de solutions, elle a tendance à augmenter. Donc il y a vraiment, si vous cherchez sur Internet, ne serait-ce que Amazon France, vous cherchez domotique, il y en a partout, quoi. Et je vais dire souvent qu'il y en a beaucoup. Je vais parler de plein de sujets différents et à chaque fois, je me rends compte que tu dis ça, il y en a beaucoup, mais il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a de plus en plus au fur et à mesure de la présentation. Vous allez voir. J'aimerais vous montrer une petite vidéo d'une société scandinave. Ça dure pas très longtemps, ça dure 1 minute, j'espère que le son va marcher, on va voir. Et puis après on reprend. Et là je meuble parce que j'ai oublié de préparer de la lancer. Si quelqu'un peut faire une petite musique d'ascenseur. Dans l'idée, il n'y a pas de son. J'ai mis pause du coup, je cherche le son. Je vais réessayer ça. Je change de sortie, on retente. Non, je tente en sortie HDMI. Hey! Alors, curtains, lights, doors.
It even unlocks my car. And the only one with access is me. Voilà. Je pense qu'ils ont bien résumé le problème qu'on a en ce moment avec la domotique. Et notamment, je pense que Marc il va vous le présenter tout à l'heure avec le Google Home. C'est des petits soucis de sécurité. On sent que tout n'a pas été pensé de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez suivi le dernier... Attendez, j'ai perdu une partie du truc. Je ne sais pas si vous avez suivi... Hop, c'était ça. Le premier épisode de la dernière saison de South Park, où Cartman, en gros, il joue avec Alexa, qui est le concurrent Amazon. Le son du micro est coupé. Désolé. J'ai touché. C'est pas moi. C'était pas vrai. Mais voilà, qui du coup joue avec le concurrent. Il en a un chez lui, dans le dessin animé du coup. Et il lui raconte n'importe quoi. Il lui demande de rajouter n'importe quoi dans la liste de courses. Et les gens qui avaient des Alexa chez eux se sont retrouvés avec les mêmes saloperies sur la liste de courses. Donc en gros, il y a quelqu'un à la télé que vous ne contrôlez pas, qui est capable d'agir avec votre maison potentiellement. Et potentiellement encore pire que ça, ils sont capables de faire des commandes sur Amazon, de faire... Enfin, on sait pas trop quoi. J'ai pas de réponse à ces questions-là. C'est assez impressionnant. Et c'est un peu inquiétant. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'Overgate, c'est un petit incident, on n'a pas trop entendu parler. Et du coup, pareil, je vais vous parler là vite fait des box, donc des box domotiques, parce que c'est bien d'avoir des télécommandes qui agissent sur des lumières qui ne marchent pas. Là-bas, non. Là, oui, là ça marche. Là-bas. Serge, t'as fait quoi? Non, c'est pas le bon bouton en fait, tout simplement. Celle-là, là-bas, ouais. C'est bien d'avoir ça, c'est sympa, on est dans son canapé, tout ça, mais bon, quand on n'a plus de piles et tout ça, il y a un moment où on est quand même un peu limité. Ça fait mal aux yeux? Cool. Tu veux que je l'éteigne en fait, c'est ça? Ah pardon. Donc voilà, ça c'est juste vraiment des switches, je vous montrerai encore un peu plus tard. Mais du coup, si vous voulez interfacer un peu tout ça, intégrer tout ça, faire des choses vraiment un peu cool depuis votre canapé, baisser les lumières quand vous lancez un film ou ce genre de choses, eh ben, il va falloir quelque chose pour pouvoir centraliser un peu tout ça. Et du coup, les gens, ils ont bien compris, les Somfy, le Roi Merlin, tout ça, ils sont tous en train de sortir leur box. Ils ont bien compris qu'il y avait un beau business à se faire de ce côté-là. Et Somfy, notamment, ben, voilà, du coup, ils ont une box qui s'appelle Taoma, c'est ça, un truc comme ça? Ouais, Taoma. Et du coup, en fait, on achète ce truc-là, on paye un abonnement mensuel, tout ça. On a une box qui est chez nous, mais en fait, elle n'est pas vraiment chez nous. Toutes les données, elles partent chez OVH. Ce qui fait que le jour où ça tombe, bah, toute la maison, elle est down et on comprendra tout pourquoi. Ouais. C'est marrant cette expression. Ma maison est down, quoi. Le mec, c'est vraiment un serveur qui a planté. Et, enfin, je pense qu'il pouvait toujours sortir de chez lui parce qu'il y a quand même une clé. J'imagine que ces volets roulants, c'est pareil. Il y avait quand même des télécommandes, il pouvait agir dessus. Mais ce tweet est assez significatif des différentes problématiques qu'on peut rencontrer quand on fait de la domotique. Donc il y a plein de box, encore une fois, vraiment plein. Je vous en ai présenté 6. Je vais faire une démo de une. Vous avez des payantes closed source, vous avez des payantes open source, vous avez des gratuites closed source, vous avez des gratuites open source, vous avez un peu tout. Vous en avez, c'est pas forcément des box, c'est plutôt des assistants vocaux, des choses comme ça. C'est un peu flou cette limite-là. On ne sait pas trop où ça va. Moi, je vais vous parler de une open source qui est Home Assistant. Au tout début, quand j'ai commencé la domotique, j'ai utilisé Domotix, qui est français. Le back-end, parce qu'on est des techos, le back-end c'est du C. Le front-end c'est de l'AngularJS avec du jQuery dessus. J'ai essayé de faire des pull requests et honnêtement j'ai migré vers Home Assistant. Je suis désolé, il ne faut pas dire de mal des projets open source parce qu'il y a de l'effort et c'est gratuit et c'est du temps. C'est du temps passé. Là, j'ai pas réussi à le faire évoluer malheureusement et je suis passé à Home Assistant qui évolue plus rapidement et qui me permettait de jouer avec ceci, qui est la box d'IKEA. La Tradfri, vous savez, on en entend un peu parler en ce moment, enfin, ou pas d'ailleurs, si vous ne regardez pas les news d'IKEA. Donc vous n'avez peut-être pas entendu parler. Et alors, je vous donne des idées de prix aussi de temps en temps. Hein. Ça coûte une quarantaine d'euros. En vrai, on pourrait s'en débarrasser quand ils se seront mis aux normes. Et ça revoit à la définition de la domotique.
que je vous ai dit tout à l'heure, plus ou moins interopérables. Et du coup, je vais vous faire la démo à la fin qui sera sur Home Assistant, qui lui, le back-end est en Python, et le front-end, c'est du polymère avec des web components. Donc ça marche, ça rame. Des fois, ça fait planter Chrome. Mais je veux dire, jusque-là, rien d'anormal. Donc, pour en revenir à la définition, moi, quand je me suis lancé dans la domotique, je me suis dit, bah, ok, enfin, domotique, c'est un mot, c'est assez cool. Je me dis qu'il doit bien y avoir quelqu'un, quelque part, qui a pondu un standard. Oui, il y a un standard. Un standard pour les gouverner tous. Il s'appelle KNX. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en gros, de 1, c'est super cher. Genre, cette prise-là, qui est contrôlée par radiofréquence, ce truc-là, c'était prévu. Cette prise qui est contrôlée par radiofréquence et qui coûte une vingtaine d'euros les 4, chez Leroy Merlin, Casto, ce genre de choses, et coûte littéralement 400 euros en KNX. Et il y en a très peu du coup, parce que c'est très cher et personne ne les achète. Mais l'intérêt de ce protocole, s'il était utilisé, c'est qu'il est complètement affranchi des différents modes de communication. Et les modes de communication, quand on fait de la domotique, il n'y en a pas 200. Il y en a quelques-uns, il y a les câbles. Donc si vous avez une maison neuve, si vous essayez de construire une maison et que vous voulez vous lancer dans la domotique, pensez-y un peu avant, parce que si vous câblez tout, c'est quand même vachement plus facile, moins piratable et moins coûteux, je pense, en termes d'énergie et tout ça, même si le coût à l'entrée est un peu plus fort. Après, dans les logements déjà existants, ou même il y a le CPL classique, hein, quand on fait passer du réseau par du CPL, on peut très bien faire passer juste des commandes vers des prises. Il y a l'infrarouge avec vos télécommandes de téléviseurs sont probablement en infrarouge. Il y a des protocoles qui sont très fortement propriétaires, notamment Philips, Sony, tout ça, mais on peut les reverse engineer et puis les reverse engineer et jouer avec. Et vous avez ce dont je vais vous faire la démo tout à l'heure, c'est la radio. Parce que c'est le seul truc que j'ai pu sortir de chez moi sans éteindre absolument toute ma maison et que ma femme puisse plus rien voir. Donc voilà. Vous avez aussi le pigeon voyageur, tout ça, mais bon, ça marche un peu moins bien. Les protocoles radio, on les connaît, on connaît surtout le Wi-Fi. J'ai remis KNX à chaque fois, c'est pour bien préciser qu'à chaque fois KNX était compatible partout, même si personne ne s'en sert. Donc il y a le Wi-Fi, il y a deux protocoles dont je vais vraiment parler, le Z-Wave et le 433 MHz. En fait, c'est pas vraiment un protocole, le 433 c'est une fréquence, et c'est pas vraiment 433, c'est 433,92 MHz. Mais la 0,92 c'est chiant à dire. Donc 433 MHz. Il y a le X10 qui est une technologie plus américaine, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup en France. Il y a Zigbee qui est un protocole à peu près équivalent du Z-Wave, je vais en parler juste après. Équivalent parce qu'il commence par Z, notamment. Et du coup, moi je vais vous parler de ces deux-là, de Z-Wave et 433 MHz, et je vais vous faire une démo, tout ce que j'ai ici, et du 433,92 MHz, sauf la box Tradfree, qui elle est un ersatz de Zigbee. Donc le Z-Wave, c'est un protocole fermé, qui est vraiment... c'est un protocole fermé, c'est vraiment fait par une alliance d'entreprises. Ils garantissent qu'il y a des identifiants uniques à chaque produit que vous allez acheter. J'en ai pas ici, hein, parce que j'ai pas pu les démonter des murs depuis chez moi. Ça allait vraiment poser trop de problèmes. Je pourrais vous montrer des photos si vous voulez à la fin. Il y a vraiment une énorme sécurité, c'est-à-dire qu'en gros on a une box, enfin une énorme sécurité, c'est toujours pareil. C'est du sans fil. On est obligé d'intégrer chaque équipement un par un à un contrôleur qui lui est capable de gérer. On est sûr que les messages arrivent bien, on est capable d'aller requêter des éléments, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple avec ces prises-là. On ne sait pas du tout ce qui se passe, on ne sait pas du tout dans quel état elles sont, et on ne peut pas le savoir. Il y a du maillage qui est très intéressant quand vous avez des appartements avec des gros murs ou des maisons un peu longues avec un jardin au fond. C'est-à-dire que les éléments du réseau sont capables eux-mêmes de se répéter les messages pour les envoyer à ses voisins, et ils connaissent leurs voisins, vu que c'est un maillage fort. Et du coup c'est cool, donc vous êtes sûr qu'un message va vraiment arriver ou va pas arriver du tout, vous le savez dès le début, quoi. Donc ça c'est plutôt des gros avantages. C'est un peu plus cher, si vous prenez des choses sur batterie, genre des contacteurs de porte qui vous permettent de dire si une porte ou une fenêtre est ouverte, généralement comme c'est un équipement un peu plus
un peu plus complexes à mettre en place, ben, ils font pas juste contacteur, ils font en plus température, humidité dans la pièce, tout ça, donc les batteries s'usent un peu plus vite, et c'est un peu plus difficile à trouver. Le Zigbee, qui est à peu près pareil que ça, sauf que c'est open source, le protocole est open source, et le problème derrière ça, c'est que en fait, tout le monde a fait ses petits layers par-dessus, ce qui fait que si vous avez un contrôleur Zigbee, eh ben, les équipements vont pas forcément tous être compatibles entre eux. Genre ça c'est du Zigbee. C'est censé implémenter la dernière norme de Zigbee, la Zigbee 3 je crois. Mais en fait non. Non. Ça essaye mais non. Mais il y a une lib dans un coin d'un mec sur GitHub qui a dit si j'ai réussi à le faire fonctionner, promis dans 2 semaines je vous montre comment ça marche. Et vous n'aurez plus besoin de ça. Du coup, vous pourrez directement communiquer avec ces éléments-là. Ce qui peut être cool. Ce qui peut éviter de dépenser 50 €. 40, je sais plus. Et la radio, le 433,92 MHz, ça c'est les 2 télécommandes que j'ai ici. Les plus, c'est vraiment facile à mettre en place. Vraiment, je suis arrivé ici, j'ai branché un truc là-bas que j'éteins et que j'allume avec ça là. J'ai branché cette magnifique guirlande juste ici, qui est pareil avec celui-là. Non, c'est pas le bon. Ah oui, mais parce que je la tiens à l'envers. Donc, le problème, c'est pas cher et facile à trouver. Honnêtement, sur Amazon, vous tapez à 433,92. Vous en avez probablement peut-être chez vous, sans le savoir, si vous avez une station météo ou un truc comme ça. Ça, par exemple, c'est une station météo. Bon, c'est un truc chopé, c'est un truc chinois, pas très cher. Il y a la température et l'humidité de la pièce dessus. Il fait 23,5 degrés et 51% d'humidité. Ce truc-là, ça émet comme ça sur radiofréquence de temps en temps dès qu'il y a un changement. Et c'est marrant parce que quand j'ai branché du coup quelque chose qui était capable d'écouter sur ces fréquences-là, ben, j'ai capté les températures des voisins, qui sont sûrement pas au courant qu'il y a des trucs qui émettent. Et pareil, un contacteur de porte qui vous dit si la porte elle est ouverte ou pas, dans cette fréquence-là, ben, vous pouvez capter que la porte du voisin elle vient de s'ouvrir. Je veux dire, ça balance juste fire and forget, ça balance le plus loin possible. Donc il y a zéro sécurité. Je peux pas cacher ça. La portée, ils annoncent tous 200 mètres de portée, tout ça, en vrai, faut que ça soit en descente dans le vent dans le dos, sinon c'est juste... Enfin, là, ça capte bien, ça capte étonnamment bien, mais en même temps, c'est pas le bon, c'est long. Voilà. Ça marche comme ça aussi. Là, ça marche encore. Donc, là, ça marche encore. Donc, ça capte plutôt bien. Mais le gros problème, c'est qu'il y a vraiment zéro acquittement. Donc, c'est vraiment, ça balance des informations et point barre, quoi. Ça se fout de savoir... si ça l'a bien reçu ou pas, donc généralement quand on utilise genre Home Assistant qui est une box derrière, on réémet les messages 2-3 fois dans le doute, à chaque fois qu'on fait quelque chose avec, pour espérer que ça arrive un jour. Ça marche bien, dans l'ensemble. Mais on est incapable de savoir l'état, donc si votre box redémarre par exemple, vous ne savez pas si vos lumières elles sont allumées ou éteintes. Ce qui est un peu bizarre, parce que quand vous êtes dans votre canapé, vous les voyez, les lumières allumées ou éteintes. Mais la box n'est pas capable de savoir ça avec ce genre d'outil. Donc là, imaginez, on a la box, on a un peu tous les éléments qui arrivent à communiquer entre eux, on arrive à faire en sorte que, plutôt que d'utiliser les télécommandes, on utilise son téléphone en se connectant à l'interface d'Home Assistant. Et l'étape d'après, c'est des petits trucs comme ça. On a envie de lui parler carrément à la maison, quoi. Et c'est une bonne idée. Et du coup, pour communiquer avec sa maison, il y a plein de choses. Mais vraiment. Et j'aime bien cette image. Parce que c'est... On ne sait pas trop ce que ça fait, mais il y a plein de choses et on peut leur parler. Et elles écoutent en plus. Et elles font des choses avec ce qu'on leur dit. Il y a... J'ai fait une grosse liste pour faire peur un peu, mais en vrai, il y a les gros gagnants pour l'instant, c'est Google, Amazon, Apple. Microsoft essaye de se battre un peu avec Cortana, donc ça va un peu. Il y a des projets un peu bizarres, genre CastleOS qui tourne sous Windows. Ça a l'air de pas fonctionner. Voilà. Siri, HomeKit, Google Home. Moi, je vais vous faire la démonstration avec Dialogflow, qui est un outil de chez Google qui s'appelait API.ai avant, qui a été renommé récemment. J'aurais préféré vous présenter Gladys, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Mais je vais juste vous en parler 2 minutes. Gladys, c'est un projet open source de contrôle vocal qui est offline. C'est-à-dire qu'en gros, vous l'installez chez vous, et puis vous êtes sûr que ça part jamais à droite à gauche. Et l'intérêt de ce truc-là, par exemple Google Home et tout ça, la force de Google Home, Amazon et tout ça, c'est
bah, il se nourrit par le peuple en gros. Plus il y a de gens qui l'utilisent et plus ils sont capables d'affiner tout ça. Et Gladys, ils ont d'affiner leur reconnaissance vocale, de mieux comprendre ce que les gens essaient de dire avec des mauvais accents, ce genre de choses. Et Gladys, eux, ils ont contourné le problème, ils ont dit ok, nous on a une solution open source, mais du coup, on va faire en sorte que les gens committent directement dans des dictionnaires la façon dont ils parlent et ce que ça interprète. Donc en gros, c'est aux gens eux-mêmes de faire l'interprétation de différentes langues, des différentes phrases qu'ils ont envie de dire à leur maison. Et en fait, c'est fait par les gens, quoi. Et je trouve que l'approche est assez cool. J'ai pas pu l'essayer, donc je sais pas si ça marche vraiment dans la vraie vie de tous les jours. Mais voilà, si j'avais eu 2-3 ans de plus, je l'aurais peut-être présenté. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je vous ai endormi? Je peux continuer? Je suis à combien? Je suis à 25 minutes? Je peux même faire une petite pause. Oui, Gilles. Moi, je suis un peu confus parce que tu parles de plein de protocoles. Ouais. Tu parles d'une box centralisée, mais qui est dans un protocole encore différent et c'est pas clair. En fait, tu es obligé de choisir un protocole et après de faire toute ta maison avec ce protocole-là, ou alors ta box elle est capable d'en parler plusieurs. Comment tu intercommes tout ça? Alors. Ah oui, pardon. Interconnexion. Ouais, c'était beaucoup trop long. La question, c'était, j'ai parlé d'une box, j'ai parlé de plusieurs protocoles et tout ça. Est-ce que quand on choisit une box, est-ce qu'on a un protocole et on est obligé de se balader avec ce protocole de bout en bout? C'est ce que les constructeurs essayent de vous vendre, évidemment. Parce que s'ils ont leur protocole propriétaire et qu'ils ont leur box propriétaire, bah vous allez acheter tous les trucs de chez eux. Donc ça leur fait plus d'argent et ils sont plus contents. Et vous, potentiellement, vous êtes aussi content parce que ça marche. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est le côté un peu bidouilleur, où justement, on a plein de trucs qui sont un peu différents. Vous allez devoir me faire confiance sur le côté Z-Wave. J'ai vraiment du Z-Wave chez moi, je ne l'ai juste pas amené ici. Là, par exemple, j'ai du radiofréquence et j'ai du Zigbee ici avec la box. Et j'ai la box Home Assistant qui, elle, est chargée de rassembler tout ça. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment de juste pouvoir faire des choses avec un environnement complètement hétérogène et des gens qui font n'importe quoi sur les protocoles. Ça répond à ta question? Ouais. Attends, juste pour être sûr, en fait, le hub, le centralisateur, celui qui va résoudre le truc, c'est ton Home Assistant. C'est ça. Qui lui est multilingue. Oui, le hub qui va résoudre les problèmes, c'est le hub effectivement qui est dans ce cas-là Home Assistant. Ça marche bien avec Domotix aussi, ça marche bien, j'imagine, avec d'autres. Si vous en avez d'autres, ça fonctionne aussi. Là, Home Assistant, pourquoi j'ai switché, c'est qu'ils évoluent vachement plus vite. Il y a vraiment des mises à jour tout le temps. Pour la mise à jour de Tradfree, là, de la box Ikea, c'était pas supporté en une semaine. En gros, les gens ont demandé en une semaine, c'est arrivé. Il y a tellement, je pense qu'il y a tellement d'engouement autour de Home Assistant que même les gens d'Ikea, en fait, je fais une parenthèse dans la parenthèse, le protocole de communication entre la box et le téléphone portable, donc parce qu'en gros c'est une application Tradfree pour pouvoir bouger les lumières et tout ça, il est pas public. C'est-à-dire qu'en gros c'est une API interne à eux. Et du coup Home Assistant, ils ont regardé les paquets qui passaient et puis ils ont réimplémenté par-dessus. Et du coup Home Assistant, Ikea, ils ont eu vent de ça. Et juste avant de mettre à jour leur protocole, parce que c'est un truc qui était privé, donc ils s'en foutent, ils mettent à jour, hein, enfin... Juste avant, ils ont envoyé un mail au core committer de Home Assistant en disant hey, bon, vous n'avez pas le droit de vous servir de ça, mais en vrai, comme vous vous en servez, regardez, il y a ça qui change, donc si vous voulez supporter la prochaine version, il faut faire ça comme changement. Et ça, je trouve ça quand même assez cool, quoi. Donc, rien que pour ça, en fait, quand j'ai vu ce tweet-là, j'ai acheté ce tweet-là, j'ai fait ok, Ikea, franchement, c'est assez beau. Ça répond à ta deuxième question? Home Assistant, c'est un logiciel ou c'est une box où dessus il y a un logiciel? Alors en vrai, Home Assistant c'est un serveur en Python qui a une interface web et c'est un peu tout. C'est-à-dire qu'en fait, il fait rien tout seul, il a juste plein de composants que tu peux lui rajouter. Donc il y a des composants pour communiquer en radiofréquence, il y a des composants Tradfree, il y a un composant pour faire de IFTTT, il y a un composant pour faire de Dialogflow, et en gros, c'est du Lego, quoi. Tu construis des briques, tu empiles les briques les unes par-dessus les autres. Mais à la fin, ça tourne à quel endroit ça? Sur un serveur chez toi? Oui. Mais pas sur la box dont tu parles depuis tout à l'heure. Ah non, non, non. Non, cette box-là, elle est close source, vous y touchez pas, elle communique dans un coin, vous savez pas trop ce qu'elle fait d'ailleurs, peut-être qu'elle communique avec les serveurs d'Ikea pour savoir si vous avez bien monté votre meuble ou pas, je sais pas.
Mais ouais, non. Non, cette box-là, on n'y touche pas en vrai. Donc, ce que tu appelles box, parce que tu parles du hub qui est la box, mais c'est pas cette box-là. Le hub, c'est un serveur à côté que tu as mis sur un Raspberry ou un truc comme ça. Ouais. Alors, il y a beaucoup de problèmes. Alors, c'est le problème de nommage. Hein. Dans notre métier, on les connaît bien, quoi. Donc, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'est une box, qu'est-ce qu'un serveur? Au final, c'est un bout de code qui tourne dans un coin. Là, chez moi, j'ai un Raspberry Pi qui tourne avec un module Z-Wave branché par-dessus. La démo que je vais vous faire, j'ai installé Home Assistant sur mon PC. Ça répond à vos questions? Oui. Ouais, mais sinon, en gros, quelle quantité de code il faut implémenter pour que ça communique? Est-ce qu'il faut vraiment mettre les mains dedans ou est-ce que globalement, juste en prenant des modules justement et en installant ça en mode un peu modulaire, est-ce que c'est possible de faire des choses ou il faut vraiment quand même mettre les mains dedans et coder? Alors, la question, est-ce qu'il faut coder ou est-ce que c'est plus ou moins bien intégré? La réponse, c'est ça dépend. Et je vais vous montrer deux exemples du coup, pendant la démo. Un qui marche, un qui ne marche pas, évidemment. Oui, en fait, ce qui manque comme info, c'est qu'il y a une notion de passerelle. C'est comme Assistant, c'est un software et il ne va pas communiquer avec la puce Z-Wave directement. Entre les deux, il y a un petit truc d'électronique qui transforme le soft en signaux. Je pense que c'est... Oui, je sais pas si... peut-être c'est quelque chose que j'ai oublié de dire et je suis désolé, effectivement. Enfin, je vais vous faire la démo et si ces questions elles sont toujours là, je les re-répondrai, ça veut vraiment dire que j'ai raté des trucs. Mais c'était une bonne remarque. Yep, je change juste. Ça on peut enlever. Ça on enlève aussi. Je me mets en écran miroir pour voir la même chose parce que sinon ça va être infernal pour vous comme pour moi. Yep, miroir. J'espère juste que ça va pas me relancer. C'est ma session. Coup de chance, c'est bien Linux, c'est stable. Ça a planté juste avant, hein, quand j'ai fait le test, juste avant, vraiment, c'est pas une blague. Hop, donc ça c'est mon serveur. Ouh la vache, ça pique les yeux ça aussi, tiens. C'est du Python, hein, donc ça pique les yeux, c'est moche. Là je fais juste que le lancer, Pourquoi c'est flou? C'est flou et je t'ai perdu. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors, là je pense que je peux tout partager du coup. Il a perdu l'écran pour la captation, donc je vais faire un gros partage de tout. Parce que là je peux tout partager. C'est revient du premier coup. Ça c'est l'interface d'Home Assistant. Est-ce que vous y voyez? Est-ce qu'il faut que je zoome? C'est mieux. Je la compare beaucoup à Jenkins. Il y en a qui n'utilisent pas Jenkins. T'as tout perdu? Écran noir. Je dois être sur un autre écran. Non? J'ai ta souris, mais j'ai pas d'écran. Bah mince alors. En vrai, je peux juste partager, je dois pouvoir juste partager Chrome. Tant pis, ils verront pas le code, le magnifique C++ que je vais faire tout à l'heure. Application Window, et c'est celle-là. Du premier coup, ça marche bien ça. Et du coup, je recommence ma blague. Je la compare vraiment à Jenkins parce que c'est une interface qu'on aime bien ne pas voir. C'est pas une blague. Enfin, moi, Jenkins, quand je vais voir, c'est qu'il y a un problème. Et généralement, je souffre à chaque fois que je vais voir. Là, c'est à peu près pareil. On va mettre en place tous ces trucs, toutes les briques, il y a tout qui va se connecter. On va mettre en place des automatismes, des automatisations. Et à la fin, on s'en sert plus trop, en fait, cette interface. Il y a, par-dessus ces trucs-là, je ne vous le montre pas, mais il y a moyen de faire des walls pour si vous avez des tablettes tactiles ou des trucs comme ça, ou vraiment juste avec des gros boutons pour allumer et éteindre, qui sont un peu plus jolis, un peu plus intégrés. Mais bon, bref. Là, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai détecté celui-là, ce qui n'était pas prévu. Le salon 2, j'imagine que c'est à toi, Marc. Donc je peux jouer des trucs dessus. Sécurité. On est bien. Et à gauche, les lights, en fait, c'est ma box Ikea qui, elle, je vous montre pas le setup parce qu'il y a le code de la box à rentrer en dur dedans qui est unique et qui est là, mais que j'ai caché. Et c'est pareil, c'est un beau trou de sécurité, c'est un identifier unique par box. Mais en gros, donc j'ai toutes les lumières de ma maison, j'ai amené que celle-là que j'ai branchée au-dessus de ça, qui est la entrance light, donc il n'y a plus de lumière de mon entrée, avec laquelle je peux jouer. Et avec laquelle je peux jouer avec ça aussi, qui est le dimmer Ikea officiel. Je pense qu'en termes de Wi-Fi Acceptance Factor, il est pas terrible parce que, enfin,
Voilà. Là, l'interface, elle pète un câble. Mais en vrai, on n'est jamais dans ce mode-là. Et je voulais faire ça pendant toute la presse, en fait, parce que je pense que c'était chiant, et j'y ai pas pensé. Et vous voyez, en fait, ce truc-là, ça se met sur un mur, en fait, en vrai, c'est juste un variateur, quoi. Sauf que, enfin, je sais pas, la sensation est un peu bizarre en termes de variateur. Je trouve que les vrais variateurs, pour le coup, ont vraiment une tête de variateur. Ça a juste l'air d'un truc qu'on peut faire rouler dans un coin. Et des fois, ça s'arrête de marcher. Si on le tape un peu violemment, non, pas là. Mais ça s'arrête de marcher. Mais voilà. Donc là, la box, elle est connectée. La box Ikea, sur mon téléphone portable, je l'ai configurée pour dire que ça, c'était l'entrance. J'ai une lumière colorée. Si j'avais su qu'il y avait autant de lampes, je l'aurais amené aussi. Parce que c'est rigolo. Voilà. Donc ça, c'est un peu toutes les lumières qui sont chez moi Ikea. En haut, il y a aussi, j'ai un capteur de mouvement Ikea. Il me dit son état de batterie et tout, c'est cool, c'est une information très intéressante. J'ai le dimmer qu'on voit, c'est celui-là, il est à 47% de batterie. C'est un peu inquiétant parce que ça fait 3 semaines que je l'ai. J'espère que c'est une fausse information et qu'à la mise à jour il sera à 80%. Et ça, c'est ce truc-là. C'est ce capteur-là qui me dit qu'il fait 23,9 °C et 51% d'humidité. Il a un nom absolument barbare qui s'appelle 0A520D00, je vais pas tous le faire. Mais voilà, en gros, ce truc-là, j'ai rien fait avec. Il émet de temps en temps, et voilà, cette box-là, il l'a capté grâce à ceci, qui est à peu près l'achat le plus cher que j'ai fait dans tous les trucs de domotique que j'ai acheté. C'est le RefXcom, ça s'appelle, ça capte sur 433-92 MHz, ça capte et ça émet. Ça coûte entre 80 et 120 € suivant le moment où vous l'achetez. Et c'est plutôt bien intégré en gros, enfin, je sais pas, sauf si vous avez d'autres solutions que ce truc-là, ça marche plutôt bien si vous avez des petites prises, ce genre de choses. Et du coup, voilà, ça capte, c'est comme ça que j'ai capté. Je suis un peu déçu, je ne capte rien ici. Je m'attendais à gratter 2-3 trucs, en plus du Google Home, mais c'est pas très grave. Et là, justement, quand on parlait d'intégration, la prise ici, j'ai mis Home Assistant en mode écoute, c'est-à-dire que dès que tu trouves un truc, tu l'ajoutes. Donc là, si j'appuie sur ça, alors qu'il n'y a plus de prise, il y a un petit truc qui est apparu là, voilà, le 0B. Donc en fait, ça c'est une fois sur deux ça plante, classique, parce que ça ne doit pas s'afficher comme ça. Donc je le refais. Vous avez rien vu. L'interface a revient à neuf, ça va reconnecter le truc et tout, on sent moi qu'il fait du scanning et tout ça. En vrai, la box Ikea, on la met sur une adresse IP fixe et on la détecte immédiatement. On voit que le truc il vient de réémettre le capteur, la box Ikea est revenue, et si j'appuie là-dessus, ça fait exactement pareil et c'est pas grave. Donc là, il capte ces choses-là, donc on est capable, là on n'est pas capable d'agir dessus, mais cet identifiant-là, en vrai, dans la conf, là on part côté, ouh la vache, comment je zoome ça? Allez, on va y aller comme ça. Ah, c'est CTRL-SHIFT, CTRL-égal? Non. Non. Mes raccourcis ne fonctionnent pas. À la base, j'avais un autre clavier, mais je ne peux plus le brancher. Est-ce que vous y voyez là? Encore un coup? Encore un coup. Ok. Donc là, c'est du YAML, la configuration de Home Assistant. Je lui ai juste dit, en vrai, avant d'arriver, j'ai rajouté ça. J'ai dit que c'était du radiofréquence, radio réception-transmission. Et automatic add true, en gros, aux lumières. Et en gros, maintenant que j'ai ça, en gros, le signal répétition, je vous en parlais, hein, le radiofréquence, ça là, comme on ne sait pas si ça émet, ben, à chaque fois que je fais une commande, j'envoie 3 fois. 3 fois, c'est bien, ça marche. Ça marche. Et du coup, c'est la bonne. Et du coup, voilà, ça c'est l'identifiant du bouton, c'est pas celui-là, mais c'est pas grave, ça va être l'autre du coup. Ouais, c'est celui-là. Hop, cet identifiant-là, on sauvegarde, on reboot. Ça c'est pas mal aussi, on se rend compte que Raspberry Pi c'est vraiment des petites machines parce que ça met une bonne trentaine de secondes à rebooter sur un Raspberry Pi. Ici ça va relativement plus vite, dans le sens où ça met, là ça a rebooté. Voilà, donc là j'ai le LED strip, qui est ça en fait, parce que j'ai inversé les trucs, je crois. Et il me dit qu'il est éteint parce qu'il n'a aucun contrôle sur ce qui se passe en fait. Donc là je peux vraiment l'allumer, mais il est déjà allumé. Et je dois être capable de l'éteindre. Donc là je l'ai éteint, sans cette télécommande là, du coup avec la box, je peux le rallumer. Je peux le rééteindre encore une fois, mais en fait c'est chiant.
Donc à partir du moment où il est là-dedans, c'est à peu près gagné. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir faire des automatisations, dire bah tiens, quand le soleil se couche et qu'il y a du monde chez moi parce que j'ai mis un scan and map de l'adresse IP de mon téléphone, je sais qu'il y a quelqu'un chez moi, je peux allumer les lumières chez moi. Deuxième test, la même, hein, mais une autre télécommande, la même mais en différent du coup. Ça c'est vraiment le premier truc que j'ai acheté, c'est chez Leroy Merlin, ça s'appelle Phoenix, c'est la marque c'est Phoenix, c'est les YC4000S, je vous le dis pour que vous ne l'achetiez pas. Donc elle pareil, j'allume, j'éteins, et il capte mais que dalle. Et du coup en fouillant un peu sur le net, on se rend compte que ce truc là en fait c'est un protocole qui a été implémenté par TU 433-92 qui est un peu bizarre, qui est basé sur un autre protocole qui est aussi bizarre mais qui fonctionne apparemment mieux, mais pas totalement, pour faire au final allumer ou pas des interrupteurs. Et du coup, ce truc-là plus le logiciel qu'il y a derrière pour capter les radiofréquences est juste incapable de détecter ce qui va se passer sur cette télécommande. Sauf le stop du bouton D. Parce qu'il y a A, B, C, D, on, off, sauf celui-là. Parce que... Voilà. Donc ça, c'est le genre de problème sur les plus ou moins interopérables que je vous disais au départ. C'est juste infernal, quoi. Ok. Donc moi, comme je suis un peu agacé sur ce genre de truc et que j'aime bien me battre avec les trucs chiants, eh ben, j'ai ressorti mon Arduino qui me servait plus depuis un petit moment. Personne ne voit, donc je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de ne pas vous montrer d'abord mon code de téléphone. Et les gens en vidéo ne verront pas ce qui se passe. Les gens à distance. Mais si, ok. Ça marche à peu près ? Pourtant ça marche. Ok, donc ça c'est un Arduino. À côté vous avez un Raspberry. Il n'est pas branché, mais je vous montre en gros pour voir à peu près la taille. Il est branché à 2-3 trucs. Il y a un fil pour le plus, il y a un fil pour la terre. Et il y a le fil de transmission des données. Ici, ce petit composant, ce petit rectangle vert, j'essaye de pas trop bouger, je suis désolé, c'est un peu flou. Ce petit rectangle vert, c'est pareil, c'est un récepteur radiofréquence. Ça coûte 3 € les 6, donc 3 récepteurs et 3 émetteurs. Là, j'ai branché que le récepteur, c'est assez simple à faire. Et ça marche plutôt bien. Si vous n'avez jamais fait d'Arduino, ça ressemble à ça. Vous avez un IDE qui est déjà intégré. Et vous avez du code, c'est du C++. C'est du C++. Donc on aime ou on n'aime pas, mais voilà. Ce bout de code-là, je ne l'ai absolument pas touché. C'est vraiment... Si, à part, j'ai changé la pin de connexion parce que celle qui était par défaut, la 0, je ne sais pas pourquoi elle ne marchait pas sur celui-là. Encore, ça fait partie des joies des trucs. Et c'est vraiment le truc de base qui branche les RC switch. En gros, c'est une librairie qui permet de détecter les switches sur radiofréquence. Et du coup, j'ai branché ce truc-là. Donc ça fait en sorte que ça pousse sur le port série à chaque fois que ça reçoit un truc. Ce qui fait que là, sur le port série, on a ça. On n'a rien. Si j'appuie sur le reset du board, normalement, ça m'envoie le setup au début. Si vous n'avez jamais fait d'Arduino, il y a deux méthodes, deux fonctions. Le setup, dans lequel vous faites le setup. Et une loop qui est une boucle, ils ont bien nommé les trucs, c'est un truc de malade. Et en gros, cette boucle-là est exécutée tout le temps, sauf si vous la bloquez, mais en gros, il n'y a qu'un seul thread, c'est une petite machine, c'est vraiment... Il n'y a pas de milliards de choses qu'on peut faire avec, mais ça les fait assez bien, et en termes de consommation d'énergie, c'est pas mal, ça marche sur pile, ça tient assez bien, donc ça c'est assez cool. Donc là, vous voyez, il m'a mis RF Receive basique, ce qui est le serial.print qui est dans le setup. Et du coup, là, je vais appuyer sur le petit bouton AB, là, pour allumer ce truc-là. Donc là, j'appuie que sur le ON du A de ce truc-là, pour t'éblouir. Et on voit qu'il le reçoit, c'est bien dans l'ensemble. De temps en temps, on a un unknown encoding, et quand je lâche, voilà. Quand je lâche, c'est intéressant. Hop, là, je l'ai éteint. On veut voir que le receive, le code a changé, parce que ils font n'importe quoi. Et que c'est assez consistant avec le fait qu'ils font n'importe quoi avec ce truc-là. Et donc, par contre, le côté... cool, c'est qu'on arrive à le capter. Donc si on arrive à le capter, on va réussir à le transmettre au Home Assistant, et c'est plus ou moins gagné. Je ne vais pas vous montrer cette partie-là, parce qu'elle n'est pas faite. Mais dans l'idée, vous l'avez. Et, super cool, j'utilise la première télécommande qui fonctionne avec RFXCOM. Et elle ne marche pas. Oui, la lumière s'allume évidemment, mais lui, le récepteur qui est censé recevoir sur la même fréquence et qui est censé
eh ben, cette librairie-là n'est pas capable de comprendre ce que lui dit. Parce que c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu les trucs auxquels vous allez vous frotter si vous vous lancez dans la domotique, c'est assez cool. Donc en général, un conseil que je donnerais au moi d'il y a 4 ans, c'est choisis plutôt une box au départ. Là pour l'instant, la solution Home Assistant est pas mal, enfin un hub. Et essaye de voir ce qui est compatible avec avant d'acheter. Ou alors, si vraiment tu as envie de faire de l'électronique, bats-toi avec n'importe quoi et ça sera quand même assez drôle. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a répondu à vos questions? Est-ce que je vous ai reperdu? Là, du coup, tu peux activer les lumières chez toi. Ouais. Au niveau de la conf, tu ne nous l'as pas montré, ça marche par IP. Enfin, tu as mis l'IP de chez toi, Là, ça fonctionne vraiment ici. Hein. Là, tu as tout ça ici. Ah ouais, là ces trucs-là, là c'est un serveur qui est ici, là, sur cette machine. Je comprends. Mais si ton serveur ici, il ne peut pas contrôler les trucs de chez toi? Non. Okay. Après, par contre, chez moi, j'ai quelque chose. Donc tu peux pas mettre ton serveur chez OVH? Tu peux mettre ton serveur chez OVH, mais tu es obligé d'ouvrir quelque chose. C'est ce que je vais vous montrer, dernière partie de la démo, c'est Dialogflow. J'ai du temps ou pas? Non, mais tu me dis d'arrêter, j'arrête. Hein. Dialogflow, c'est la dernière partie qui fait le lien avec ce que va vous présenter Marc juste derrière. C'est des intents, c'est pareil, on n'y voit que dalle. Là, on y voit trop. C'est des intents, c'est-à-dire qu'en gros, on lui dit le type de phrase qu'on va vouloir lui dire et les actions qu'on veut déclencher derrière, et il va les faire. Et jusque-là, rien de exceptionnel. Mais un truc intéressant, c'est qu'on peut lui setter un contexte. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je peux lui dire quelle est la température dans ma maison. Il va comprendre ça, c'est cet intent-là qui est température. J'ai cliqué dessus, en vrai. Donc moi, je lui dis quelle est la température de ma maison. Et je dis, bah, je veux que tu mettes en contexte qu'on est en train de parler de température, là, maintenant, tout de suite. Ça veut dire que les autres phrases que je vais lui dire, il va chercher s'il y a des phrases qui sont associées au contexte de la température. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir initier un peu un dialogue avec Dialogflow. C'est pour ça que ça s'appelle Dialogflow. Et dans l'ensemble, ça marche assez bien. Ce que ça fait derrière, je pourrais vous le montrer techniquement, soit ça répond à l'impossible de se connecter à la maison, ce qui est fort probable parce que je vais vous faire la démo en live et que je ne l'ai pas fait avant de commencer et que c'est une grosse erreur. Et si ça marche, en gros, ça fait un webhook que je ne vous montre pas parce que c'est pareil, j'ai les informations en clair pour pouvoir se connecter à ma maison. Donc il y a absolument tout. Ça veut dire que les mecs de Dialogflow, s'il y a un mec qui regarde dans les logs ou qui juste regarde ce qui se passe, eh ben, il sait se connecter chez moi et éteindre tout dans ma maison. C'est pour ça que je voulais essayer Gladys en fait à la base. Mais bon, c'est pas très grave. Je peux essayer de parler, mais je sens que ça va pas marcher, je me connais. Quelle est la température dans la maison? Tur dans la maison. Ah oui, vraiment que tur dans la maison. Et, ok. Ça marchait, c'est pas en dur, je vous l'assure. Et du coup, après, là, je vous le fais à l'écrit, mais je vous en parle juste derrière. Et je peux lui dire, et dehors. En gros, ça, on voit que ça a seté le contexte température, là, ce gros carré rouge ici, il dit température. Et du coup, je lui demande, et dehors. Il fait 7 degrés sur la terrasse. Donc on est capable d'interagir un peu comme ça à la maison. On peut dire, et j'ai un autre intent. Et du coup, je vais vous montrer, je ne sais pas si je peux remonter sur les intents ici. Voilà, là. Du coup, la température pour une conversation, c'est celui-là, vous voyez, j'avais dit et dehors, mais il faut qu'en input contexte, il y ait température. Sinon, si je dis et dehors comme ça, sans rien, bah, je n'ai pas compris ce que tu essaies de me dire. Et ça fait appel à une action qui s'appelle température outside, qui, lui, est fait dans Home Assistant chez moi. Je vais vous le montrer juste derrière. Et ça fonctionne. Donc je laisse, après on peut faire ce qu'on veut, hein. J'ai laissé le contexte de température, donc je peux lui demander dans la chambre de mon fils, et chez nous, et dans telle chambre, machin. On peut comme ça faire vraiment un dialogue, quoi. J'en ai rajouté un qui est Bonne Nuit, qui était absolument tout dans la maison, donc celui-là je ne vous fais pas la démo parce que ça éteint vraiment tout dans la maison, et que je vais me faire engueuler. Et du coup, dernier truc que je vous montre, c'est des configs. Ça, c'est vraiment la config de mon du vrai truc chez moi. Yatai. Hop. Quand je vous disais qu'il y avait un truc qui s'appelait température outside, c'est un intent.
c'est un module de Home Assistant qui permet de faire des requêtes REST. Et sur l'Intent Temperature Outside, on peut lui passer des paramètres ou pas. Là, dans ce cas-là, j'ai vraiment fait pour la démo, j'ai fait en sorte qu'il y ait que dalle. C'est du YAML avec des états et tout ça. Donc en gros, la réponse, c'est ça. Donc cet élément-là, qui a un nom particulièrement barbare, c'est le capteur de température et de mouvement qui est sur ma terrasse. On peut les renommer, hein, c'est pour ça que là, ici, j'ai mis Living Room Temperature. Donc c'est un peu plus simple si vous les nommez bien. Le nommage, c'est important. Mais sinon, par défaut, ils ont le nom de leur constructeur, fabricant, machin, enfin, c'est des noms complets. C'est ça. Et c'est pas bien. Et du coup, le bonne nuit, là, il nous parle, et en plus, après, derrière, il éteint tout. Donc quand je dis il nous parle, il répond ce texte, et en plus, il est capable de faire du text-to-speech dans votre maison. C'est-à-dire qu'en gros, la maison peut vous parler en disant « Ouais, c'est à demain, c'est ça ». Ce genre de choses. Voilà à peu près. En termes de démo, s'il y a des questions, je reviendrai sur ce bout de code-là. Pour terminer, j'ai parlé vraiment domotique purement maison, là, enfin purement plutôt matériel. C'est pas mal de penser à ce qu'on peut faire pour améliorer l'habitat avec du software aussi. Je pense qu'il y a quelques projets qui sont très intéressants. Je n'ai pas parlé d'IFTTT, je pense que c'est très connu. Si vous n'en avez pas entendu parler, regardez, ça permet de faire du if this then that. Donc en gros des conditions assez faciles entre différents services sur le web. Home Assistant a un module pour ça aussi, donc vous pouvez faire du IFTTT avec Home Assistant par exemple. Pi-hole, c'est un DNS sur un Raspberry Pi. En vrai, vous pouvez le faire sans Raspberry Pi, mais le projet est tout intégré. C'est un DNS qui va vous filtrer la pub. Donc, en gros, vous le branchez devant votre box, votre box internet pour le coup, pas le web domotique. Vous faites pointer votre serveur DHCP dessus, et en gros, tous ceux qui sont connectés à votre réseau chez vous n'auront plus de pub. C'est quand même pas mal. Enfin, c'est quand même assez cool. C'est-à-dire que c'est vraiment du filtrage DNS pour le coup. Donc c'est-à-dire qu'il va juste vous dire si vous essayez d'accéder à la pub, le serveur n'existe pas, quoi. Je trouve que c'est pas mal ce genre de truc. Ça a un effet waouh assez intéressant quand on le met en place chez soi en disant tiens vas-y, va sur, je sais plus c'est quoi les trucs où il y a toujours de la pub partout, là, les Topito, les trucs comme ça. Là. La page elle est quasiment blanche après, ça fait toujours bizarre. Voilà, il faut réfléchir à des trucs comme ça qui peuvent juste faire évoluer votre vie du quotidien, mais pas forcément avec un investissement matériel. Et à SyncThings, qui est très intéressant aussi, parce que j'ai oublié d'en parler, c'est un Dropbox-like, donc c'est de la sauvegarde. Sauvegarder, hein. C'est de ça que j'ai oublié de parler, mais sauvegarder, hein. J'ai cramé des Raspberry Pi, j'ai cramé des trucs, enfin, les cartes SD, là, ça crame. Hein. Ça crame beaucoup, ça crame souvent. Et du coup, SyncThings, c'est Dropbox-like, mais peer-to-peer. Et c'est du peer-to-peer local. Bon, c'est du peer-to-peer privé. Donc en gros, c'est que ceux qui ont votre instance de SyncThings qui sont capables de synchroniser avec vos propres instances. En gros, ça ne va jamais sur des serveurs de quelqu'un d'autre, ni rien. Donc vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, si vous avez 2-3 machines qui traînent, ça se synchronise plutôt bien. C'est à peu près tout pour moi. Je pense que j'ai un peu débordé. Je suis désolé. Hein ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez posé toutes vos questions pendant le truc ? Juste un truc général, est-ce qu'il y a quelque part une ressource où on peut trouver une liste qui va dire, en tout cas un moyen de savoir que si je prends cette box-là, la télécommande là, machin, elle risque de plutôt globalement marcher. Ou bien s'il faut acheter des trucs au pif et puis se rendre compte qu'en fait, il y a que le bouton en haut à droite qui marche et seulement s'il y a des défauts. Alors, la question, c'est est-ce que c'est galère de choisir ? En gros, est-ce qu'on ne se lance pas dans un truc où ça va durer des plombes et ça ne va pas marcher ? Voilà. Je pense que le channel domotique est pas mal pour ça sur les communautés Toulouse. En vrai, si tu as déjà choisi ta box, enfin ton hub, Home Assistant, Domotics, JDOM, n'importe, généralement, si tu vas sur leur forum, enfin si tu tapes, moi j'ai tapé Domotics Phoenix YC4000S et j'ai tombé sur un mec qui avait le même problème que moi et qui au bout d'un moment a dit ah mais il y a une dock là-bas dans un coin avec des bits qui se décalent, machin, je comprends pas trop. Et voilà, donc tu sais plus ou moins. Mais le problème c'est que quand tu es chez Leroy Merlin et que tu dis ah ça a l'air cool ça, bah, tu l'achètes quoi. Et tu rentres chez toi, tu testes, ça marche pas. Donc c'est pour ça que Amazon c'est bien pour ça, RS Online, tout ça. J'ai une question. Chez moi j'ai des radiateurs connectés. Ouais. J'ai acheté une solution, je pense que le constructeur c'est Kivivo, je sais pas si ça te parle.
qui permet de gérer mon radiateur à distance, mes radiateurs. Est-ce que tu penses qu'une solution comme ça, parce que c'est un truc propriétaire, je peux l'interfacer avec... alors eux, ils ont une API REST. Est-ce que je peux l'interfacer facilement avec Home Assistant? Let me Google that for you. Non, c'est écrit pas comme ça, c'est ça? Kivivo, t'as cherché quoi? Je vois pas. K-I-V-I-V-O. Ouais, je crois que c'est ça. Non. Non, c'est Q. Q-I-V-I-V-O. Ouais, j'aurais pu trouver K. C'est un truc français. Donc en gros, sa question, c'était thermostat connecté sans fil, est-ce que c'est interconnectable avec des composants? Ça dépend. Alors, mais en général. En général, oui. Genre les Nest, les trucs comme ça sont très bien interconnectés avec les solutions comme ça. S'il y en a qui utilisent, et vous pouvez, si je dis des conneries, vous pouvez dire. Hein. J'en ai pas chez moi, parce que j'ai une vieille chaudière à gaz qui est des années 90, et que du coup... Est-ce que par exemple, tu vois, tu as le constructeur qui expose une API sur le serveur? Ouais. Est-ce qu'avec Home Assistant, ça t'est arrivé de dire, bon, mais j'utilise leur API, pour aller... Oui, enfin, tu peux le faire. Tu peux créer tes modules en Python pour pouvoir aller communiquer avec l'API, il n'y a aucun problème, c'est pas très compliqué. Ah, on a un complément d'information par ici. En fait, sur Home Assistant, tu as deux possibilités. Donc, soit effectivement, tu vas écrire une librairie Python qui va s'occuper d'appeler l'API derrière, et du coup, tu vas pouvoir intégrer après directement très facilement. C'est la solution à prendre si tu veux intégrer ton composant sur Home Assistant. Et c'est la solution qui permet aux autres d'en profiter aussi, voilà, donc c'est cool. C'est ce que je veux dire par intégrer en fait. Et par contre, si tu veux juste une solution pour toi qui marche en fait, même si elle n'est pas très élégante et pas très partageable, tu as des composants sur Home Assistant en fait qui sont totalement virtuels, qui font juste des appels à des API REST, qui essayent d'extraire des données si c'est du JSON, etc., qui peuvent faire des requêtes put ou post ou autre si tu veux envoyer une information. Et du coup, très simplement, en quelques lignes de configuration dans le YAML, en fait, tu peux faire ces appels-là. Après, si l'API n'est pas très complexe et que tu peux faire tes trucs en cet appel. Après, voilà, t'as ça, les API. Après, tu peux scripter en Python directement. Tu as des trucs faits exprès pour, sans s'embêter à faire un module. Tu peux vraiment faire du Python qui va être interprété par Home Assistant directement. Donc, à partir du moment où le format est assez ouvert, t'as pas trop d'inquiétude là-dessus. Eh ben, je vous remercie de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé.